Bien, bonjour à tous et toutes pour ce nouveau webinaire de l'URPS Médecins Libéraux, dont le sujet est aujourd'hui Covid et assurance maladie. Nous avons le plaisir d'accueillir pour ce webinaire comme expert le Dr Van Dendrich, directeur de la coordination de la gestion du risque des Hauts-de-France, le Dr Longuepé de la direction régionale du service médical, Madame Sophie Béal, sous-directrice de la CPAM de l'ENO, et M. Léo Barrois, sous-directeur de la CPM AR3. Il y aura donc comme sujet principaux le contact tracing, SIDEP et tests antigéniques, tarification des actes dérogatoires du moment, arrêt de travail, activité partielle, définition de cas contact, prise en charge des compensations et autres sujets que vous voudrez bien poser à nos experts. L'animation se fera par le docteur Jean-Paul Cornobis, médecin généraliste à Lille et secrétaire de l'URPS, qui prendra vos questions et les présentera à nos experts. Voilà, je cède donc la parole au docteur Van Dendrich pour quelques mots. Très bien, merci d'accueillir l'assurance maladie. J'allais dire chez vous, puisque visio oblige. Oui, nous interviendrons aujourd'hui sur ce sujet combien d'actualité, le tracing. En deux mots, c'est un sujet qui, pour l'assurance maladie, est tout nouveau, vous le savez bien, depuis mai, comme j'allais dire comme vous, puisque le tracing, c'est vous, c'est nous, et en troisième niveau, l'ARS. Pour votre information, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup, puisque cette mission qui nous a été confiée, nous l'avons prise, parce que c'est notre devoir, mais il faut savoir qu'elle percute beaucoup nos activités métiers aussi. À titre d'exemple, au service médical de l'assurance maladie, c'est un tiers de nos effectifs qui sont sur le tracing, et au niveau de l'assurance maladie, c'est plusieurs centaines de personnes dans la région. Donc nous sommes, nous aussi comme vous, percutés par ce sujet que nous essayons avec des points forts, avec des points faibles dont on pourra parler sans souci, que nous essayons de gérer au mieux, en n'oubliant pas quand même que, j'allais dire quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, le tracing, ça fait partie pour l'instant d'un des seuls outils de promotion des gestes barrières qui sont eux-mêmes un des seuls outils pour l'instant de l'évolution de l'épidémie en attendant mieux, si je puis dire. Voilà ce que je souhaitais dire en préambule. Nous avons pris connaissance des différents sujets que vous vouliez voir traités. Nous le ferons, si vous le voulez, au fur et à mesure d'entre eux. Et puis, à cette occasion, nous traiterons probablement certaines des questions qui nous ont été adressées, mais bien entendu aussi toutes celles que vous voudrez nous poser, puisque nous sommes là pour ça. Voilà, je laisse la parole au modérateur. Oui, je vais tout de suite vous la rendre, puisque, comme l'a dit le docteur Chazelle, on va commencer par le contact tracing. Donc, je vous laisse vous exprimer sur cette question importante. Voilà, donc en préambule, un petit historique, mais que vous connaissez aussi bien que moi, mais qui permet de nous resituer. Contact tracing, au fond, activité dont les autorités nationales ont décidé de la confier à 3 niveaux chez nous en France. Le premier niveau, c'est vous. Voilà. Le deuxième niveau, c'est nous, assurance maladie. Le troisième niveau, ce sont les ARS. Et depuis mai, vous comme nous, et les ARS bien entendu, chacun avec nos responsabilités, nous efforçons de répondre à la mission qui nous est confiée. Pour l'assurance maladie, c'est sans trop d'état d'âme. Voilà. C'est-à-dire qu'on nous demande de le faire. Je le précise parce que quelquefois, on confond un peu les responsabilités. Bien entendu, nous assumons totalement nos responsabilités. Mais la responsabilité de décider nationalement de l'organisation d'un tracing, un peu comme la responsabilité de la doctrine des masques, elle est d'ordre étatique. Nous sommes des opérateurs du tracing et nous le faisons au mieux avec des référentiels dont on pourra reparler, mais qui sont communs à tous, des référentiels bien souvent basés sur des bases scientifiques, même tout le temps, et qui ne sont évidemment pas des bases assurance maladie. Ces bases, comme souvent pour nous, assurance maladie, les référentiels, nous allons les chercher là où ils sont les plus légitimes, en l'occurrence chez les épidémiologistes, les statisticiens, etc., etc. Voilà pour le gros du tracing dans lequel nous continuons à intervenir. Et je propose à Léo de revenir sur le concret.
qu'est-ce que c'est que, parce que ça a évolué au fil du temps, entre mai et maintenant, bon, on va pas refaire l'histoire complètement, mais c'est quoi actuellement le tracing, Léo? Merci. Bonsoir à tous et tous. Donc, effectivement, l'assurance maladie prend en charge le niveau 2 du contact tracing, et ce qui fait que notre rôle, en fait, commence à partir du moment où nous, on a identifié les nouveaux patients zéro identifiés. La source, elle peut être diverse maintenant, c'est tous les résultats de tests positifs qui arrivent par le biais de SIDEP à l'assurance maladie et qui sont intégrés dans l'outil Contact Covid et qui font finalement notre base de travail. À partir de cette liste finalement de patients zéro identifiés, l'assurance maladie va procéder à des appels par le biais d'opérateurs, des appels téléphoniques pour, avec ces patients, 10 patients zéro, identifier tous les cas contacts à risque de contamination. L'intérêt, on va dire, de l'appel téléphonique, c'est que le conseiller va pouvoir administrer un questionnaire sanitaire, se renseigner sur les conditions, on va dire, de vie et patient zéro, pour identifier d'éventuelles difficultés et puis vérifier avec lui la liste des cas contacts, en se basant bien sûr sur la définition du cas contact à risque telle qu'elle est connue. La deuxième étape ensuite pour l'assurance maladie, c'est de contacter les patients contacts pour leur délivrer les mesures adéquates, c'est-à-dire l'invitation à faire un test de dépistage eux-mêmes pour vérifier si ce cas contact finalement s'est traduit par une contamination, les recommandations d'isolement dans l'attente des résultats du test et le cas échéant en cas de test positif, et bien sûr le respect des gestes barrières, la délivrance de masques. Ce qui a évolué dans le processus même, c'est que depuis le mois de novembre, l'intégralité des contacts ne vont plus forcément se faire par contact téléphonique. Les contacts téléphoniques vont rester sur le premier contact du patient zéro, et c'est là que vont se concentrer les appels téléphoniques de l'assurance maladie. En revanche, pour les patients contacts, l'assurance maladie a développé finalement un système de contact beaucoup plus automatisé qui se fonde en fait sur l'envoi de SMS aux patients contacts pour qui on a recensé des coordonnées téléphoniques portables, et de les inviter, ces patients contacts, à consulter un site internet où il faut s'authentifier, et c'est le fait d'être enregistré qu'à contact dans l'outil qui permet d'y accéder, c'est pas un site grand public, et qui en fonction d'un questionnaire assez simple va permettre de délivrer des recommandations personnalisées aux patients contacts, et le rediriger également vers le site Déclare Amélie s'il a besoin d'un arrêt de travail ou d'un certificat d'isolement. Cette solution technique, elle est opérationnelle maintenant depuis le 3 novembre, et en fait, elle a permis à l'assurance maladie de suivre, on va dire, la dynamique de l'épidémie qu'on a tous en tête. Pour donner quand même un exemple marquant, le tracing entre mai et juillet, c'était à peu près 500 patients zéro nouveaux par jour à l'échelle nationale. Le tracing avant le confinement, c'était remonté à 60 000 patients zéro par jour. Et l'assurance maladie a réussi, on va dire, à atteindre la majorité de ces contacts par le biais d'adaptations, dont ce contact dématérialisé, on va dire, et non personnel, et pas téléphonique, on va dire, pour les patients contacts. On a tout de même des filets de sécurité qui font qu'aujourd'hui, notre système d'information est capable de repérer des personnes contacts qui n'auraient pas consulté ces mesures personnalisées au bout d'un délai de 48 heures. Et dans ce cas, nos opérateurs réinterviendront pour contacter ces mêmes personnes contacts et leur délivrer évidemment les mêmes consignes d'isolement. Donc, voilà pour le dispositif général du contact tracing. Je me permets, on a souvent la question de l'âge, de la barrière de 6 ans. Est-ce que ça a changé? Parce que souvent les questions se posent au niveau de l'âge pour les enfants. Est-ce que vous avez des nouvelles consignes concernant cet âge limite au-delà duquel il faut… Valérie, tu peux répondre sur l'âge? Donc, en fait, par rapport à l'âge des enfants, il faut savoir que nous, au niveau des appels des cas zéro, on préconise, en fait, pour les enfants de moins de 6 ans qui sont cas contacts, qui sont bien des cas contacts asymptomatiques, effectivement, qu'il n'y ait pas réalisation systématique d'un test. Si ce test doit être réalisé, en fait, c'est sous couvert de l'avis du médecin. Par exemple, si l'enfant est avec des personnes qui sont extrêmement vulnérables, ou encore s'il a lui-même en fait des facteurs de risque ou des comorbidités, des pathologies qui pourraient engendrer une pathologie grave derrière. Mais sinon, c'est pas préconisé tant qu'ils sont pas symptomatiques et qu'ils sont cas contact. Pour compléter ce que dit Valérie, quand Valérie dit nous préconisons, c'est l'assurance maladie applique les référentiels externes qu'on lui a confiés. Par exemple, ne pas tracer au-delà, ne pas tester en dessous de 6 ans, ça n'est évidemment pas une décision de l'assurance maladie.
ce sont les experts externes d'État, enfin de scientifiques, qui considèrent que dans le cadre d'un tracing collectif, ça n'est pas nécessaire. Reste après des situations individuelles qui, dans ce cas-là, nécessitent effectivement, comme le disait Valérie, l'appréciation individuelle. On a également une question qu'on peut peut-être prendre, je sais pas, Valérie ou Léo, sur le fait que nos brigades confondraient souvent le cas contact et hors domicile et le cas contact à domicile, et de ce fait, ça entraînerait des confusions sur la durée d'isolement. Je sais pas, Valérie, si tu peux répondre, même si les directives, là aussi, sont assez claires. Alors, pour le cas contact hors domicile, je dirais que c'est un peu plus simple. Donc, en fait, on préconise qu'il fasse un test à 7 jours du dernier contact et en fait, s'il est négatif, il pourra ne plus être isolé. Par contre, pour les cas contact à l'intérieur du foyer, c'est un peu compliqué puisqu'évidemment, ils sont en contact avec le cas 0. Donc, il doit faire un test de façon immédiate et ensuite, il doit faire un test en fait 7 jours après la date de guérison du cas 0. En l'occurrence, la guérison du cas 0, s'il est symptomatique, en fait, c'est 48 heures après la disparition des symptômes respiratoires ou fièvre, au moins 7 jours après la date de l'apparition du premier symptôme. Et s'il est asymptomatique, en fait, c'est 7 jours à partir de la date du test. Donc, c'est vrai que là, ça porte, quand vous êtes un cas contact foyer, ça veut dire qu'en fait, il faut être 7 jours après la guérison présumée en fait, du cas contact symptomatique ou asymptomatique. Il y a encore quelques questions sur l'âge. Encore une fois, ce qu'on vous disait, nous, c'est les pratiques qui nous sont données de tracing collectif. Après, je parle des moins de 6 ans. Après, la situation individuelle, clinique d'un gamin et de sa famille peut faire que vous, mais là, c'est vous qui avez la main, vous décidez de faire un test. Nous, notre fonction, elle est ce qu'on vous évoque là ici, c'est notre activité dans le cadre du tracing des P0 et des contacts. Donc, il y a une question qui revient aussi souvent, c'est avec la connexion à SIDEP. Vous avez dû la voir. Il me semble qu'il y ait beaucoup de problèmes techniques actuellement. Ouais. Est-ce que ça va être résolu? Je faisais une petite pirouette là-dessus avec mes collègues parce que nous-mêmes, on a des problèmes avec SIDEP. Enfin, vous le savez, comme nous, tout ça, ça s'est monté quand même en très peu de mois. Que ce soit SIDEP, que ce soit Contact Covid. Alors, j'y faisais référence, c'est pas non plus un exploit, mais bon, le tracer pour l'assurance maladie, mettre toutes les structures en place en quelques mois, c'est resté complexe. De ce fait, effectivement, SIDEP, c'est assez instable. Nous-mêmes, pratiquement, enfin, plusieurs fois par semaine, on a des problèmes avec SIDEP, qui est un outil HP, APHP, PHP État, et qui a des problèmes de stabilité. Voilà. Et d'autant plus, vous vous rendez compte, d'autant plus que, Valérie, qui peut peut-être aussi compléter, que dorénavant, vous y avez accès. En fait, l'accès à SIDEP4 qui est réservé en fait aux professionnels de santé qui peuvent faire les tests antigéniques, c'est-à-dire les infirmiers, les pharmaciens et les médecins. Bon, les laboratoires, évidemment, ils les font aussi, mais eux, ils avaient déjà accès à leur propre SIDEP. L'accès à SIDEP4, il est instauré depuis lundi et il se fait en fait à l'aide de la carte des CPS ou de l'ICPS. Et c'est vrai qu'il y a quelques difficultés, mais il y a des campagnes qui sont en cours auprès des professionnels de santé. Et il y a également en fait les CIS qui vont pouvoir les aider. Et sinon, au niveau de l'ARS, il y a des possibilités aussi d'avoir de la possibilité des saisies dégradées. Donc tout ça, c'est en cours de développement. Et effectivement, parfois, il y a des difficultés, c'est vrai. On peut peut-être continuer sur ce sujet SIDEP et test antigénique, si tu veux bien, Valérie. Oui, donc en fait, pour rappel, depuis quelques semaines, il y a la possibilité de faire les TROD antigéniques, c'est des tests de dépistage rapide, et les professionnels autorisés à les faire, donc c'est les médecins, les pharmaciens, les infirmières et les laboratoires de biologie, bien évidemment. Donc, en fait, ils font ces tests et ensuite, ça permet d'avoir un résultat rapide en 15 à 20 minutes. Et ensuite, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir prendre en charge très, très rapidement le cas 0 et d'assurer, en fait, le tracing de celui-ci.
Donc, jusqu'à présent, les professionnels de santé nous communiquaient les résultats en fait des tests via la messagerie sécurisée du service médical ou via les plateformes d'appel entrant de l'assurance maladie. Depuis lundi, en fait, ils peuvent le faire via l'outil SIDEP4 qui est en développement. Et à partir du 26 novembre, ils pourront également avoir accès directement à l'outil Covid qui leur permettra de rentrer le cas zéro et de faire un tracing, en fait, notamment de la sphère familiale. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne devront plus saisir dans SIDEP. On a impérativement besoin d'avoir dans SIDEP et les résultats positifs et les résultats négatifs de ces tests antigéniques. Donc, ça a déjà évolué depuis la quinzaine de jours où c'est mis en place, puisque les indications ont changé. Hein. Il y a eu un arrêté qui vient d'arriver. Donc, les indications, je rappelle, c'est toujours les personnes qui sont symptomatiques, donc on n'a plus la limite d'âge de 65 ans qui était antérieurement et la limite des facteurs de risque. Par contre, on a toujours cette limite où le symptôme, il doit être apparu au minimum 4 jours, enfin au maximum 4 jours avant, c'est-à-dire pas plus de 4 jours. Et ce n'est pas en fait préconisé si pour faire par exemple dans les clusters, ça c'est pas préconisé. Alors le test antigénique s'il est négatif chez les patients symptomatiques de plus de 65 ans ou avec un facteur de risque, là il peut faire l'objet derrière d'un test RT-PCR. Par contre, pour les autres, normalement, un test antigénique négatif ne fait pas l'objet d'un test RT-PCR derrière. Donc, la saisie de ce test. On a des salves de questions là sur ces sujets-là, justement. Valérie, Léo, Sophie. Pourquoi faites-vous faire un deuxième PCR au bout de 7 jours? Oui, j'allais poser la question. C'est parce qu'elle revient. Allez-y alors. Hein. C'est très bien. Parce que effectivement, on a souvent des patients qui nous disent on nous a demandé de refaire un test PCR au bout de 7 jours, alors qu'on sait très bien que c'est inutile puisque les gens positifs peuvent rester positifs très très longtemps après, puisque en fait on recherche des traces d'ARN qui va être présentes plusieurs mois après. Alors pourquoi cette demande se fait encore maintenant? Alors, on ne donne pas du tout cette instruction de refaire un test PCR à 7 jours, sauf pour les cas foyer, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais sinon, les cas zéro, ils ne doivent pas refaire de test. Il n'est pas du tout préconisé, effectivement, de refaire un test à 7 jours. Pour les cas, les à 7 jours, c'est pour des effets mécaniques chronologiques, c'est les cas foyer seulement. Hein. Sans ça, effectivement, les cas faire. Et les cas contacts hors foyer, ils doivent faire un test à 7 jours. Parce qu'on a des employeurs qui parfois exigent un test négatif pour la reprise du travail, ce qui est complètement aberrant, et donc les salariés sont souvent entre deux chaises, parce que oui, mais mon patron me demande un test négatif pour que je puisse reprendre mon activité. Donc, oui, mais non, comme vous l'avez dit, c'est stupide, puisque à 7, 10, 15, 20 jours, on a des débris de virus, voilà. Et on sera positif. Non, ça n'est pas dans les consignes tracing que nous donnons. Ça, c'est clair. C'est d'ailleurs dans aucune consigne. C'est dans aucune consigne, et si je peux me permettre, donc Sophie Béal pour la CEPAM du Hainaut, nous avons sur le site amélie.fr un espace dédié aux employeurs, et dans cet espace, il y a un guide lié au Covid sur les bonnes pratiques employeurs, où effectivement, il est rappelé que si le salarié informe l'employeur quand il est positif, l'employeur n'a pas à réclamer de test négatif avant le retour à l'emploi. C'est un des problèmes actuels, hein, c'est que tous ces événements, cette crise-là, elle est quand même récente, qu'il y a plein de référentiels qui tombent, plus ceux qui arrivent par voie détournée par les médias qui sont encore moins costauds, et ce qui fait que s'approprier tout ça, se garder à jour, effectivement, c'est complexe. Et donc, par exemple, les employeurs exigent certaines choses sans être absolument informés des moyens à leur disposition pour se tenir justement informés. C'est un gros sujet, c'est que de plus en plus, mais vous le voyez bien vous dans votre vie de tous les jours, hein, de plus en plus on a des demandes qui partent dans tous les sens, alors que les référentiels sont quelquefois clairs. Hein, par exemple, plein de Français ne savent pas ce qu'est un cas contact avéré à risque. Plein de Français ne savent pas ce qu'est un Covid. Et du coup, ça fait partir les employeurs et d'autres dans des directions qui se trouvent confrontées à nos référentiels et aux vôtres, hein, puisqu'on a les mêmes. Et effectivement, c'est pas facile à gérer.
nos traceurs, tous les jours au téléphone, sont confrontés à ça. Hein. Oui, et on me dit ici que la directe avec l'ARS vont faire une communication pour sensibiliser justement sur cette thématique, Tout à fait. pour éviter d'avoir des questions redondantes et puis avec à chaque fois des salariés entre deux feux, parce que eux, n'étant pas spécialistes, sont coincés en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez encore envie de réagir. Moi, je ne sais pas si on a épuisé la question du contact tracing à votre niveau. J'ai plus vu de questions particulièrement. J'ai vu des interventions intéressantes sur les gamins de moins de 6 ans. Oui, j'avais abordé cette question. Oui, allez-y, allez-y. Non, tout le monde peut les lire. Hein, des interventions qui viennent apporter des éléments complémentaires à ce qu'on disait. Il y a le tracing d'un côté, les consignes tracing que nous on donne issues de référentiels, et puis la pratique de tous les jours, des cas individuels qui font que, autant que de besoin, le médecin confronté à des situations complexes peut être amené à prescrire. Mais effectivement, normalement, sauf situation atypique, à moins de 6 ans, c'est loin d'être systématique. Bien, donc on peut passer au. Je ne sais pas si on veut passer déjà au test antigénique. C'est un peu compliqué actuellement avec le test antigénique, puisqu'on a des discours qui sont un peu difficiles avec les pharmaciens. On sait que le test antigénique est moins fiable que le test PCR. Donc, dans les grandes villes où on a accès maintenant très très facilement au test PCR, on a tendance à privilégier les tests PCR, mais ce n'est pas le cas partout. Et effectivement, il semble qu'il y ait des difficultés pour les médecins de réaliser toute la partie administrative qui entoure ces tests. Alors, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Ouais, il y a 2 sujets dans ce que vous dites. Il y a celui des indications des tests, dont Valérie a parlé tout à l'heure et sur lesquels on pourra rapidement venir, qui au fond sont simples. Hein. Elles sont simples, les indications des tests antigéniques, et au fond assez restreintes. Le problème, c'est que c'est comme partout, ce que je disais tout à l'heure, à force d'accumuler les référentiels, on s'y perd un peu. Et donc, on pourrait voir, surtout en début de nouveaux sujets, on pourrait voir que ça parte un peu dans tous les sens. Voilà. Et les tests antigéniques, ça fait partie de ces sujets-là. Respectons les indications, leurs indications, que tu peux rappeler, Valérie, s'il te plaît. Oui, alors les indications qui sont sorties là avec le nouvel arrêté, donc c'est essentiellement en fait pour détecter des cas zéro, hein, symptomatiques. Donc quel que soit l'âge, donc plus de 65 ans maintenant c'est possible, avec des facteurs de risque aussi c'est possible, ou parce qu'ils ne peuvent pas faire de test PCR dans les 4 jours. Donc ça fait partie des priorités. On peut également faire les cas zéro asymptomatiques. Par contre, ce n'est pas réservé aux cas contacts. Et ce n'est pas non plus réservé dans le cadre de suspicion de cluster. Après, ça peut être utilisé aussi dans le cadre de dépistage collectif, mais là, c'est toujours un peu sous couvert soit du préfet, soit de l'ARS, par rapport à notamment des situations comme là, il y a eu des dépistages collectifs de personnel soignant, enfin pas de personnel soignant, de personnel qui interviennent dans des structures comme les EHPAD ou les MAS avant leur retour pour vérifier en fait qu'ils n'étaient pas positifs. Mais ça, c'est très encadré. Normalement, le test antigénique, quand il est fait, il ne nécessite pas, lorsqu'il est négatif, de recontrôler derrière, sauf si on a un patient symptomatique de plus de 65 ans ou avec un facteur de risque, où là, en fait, il peut y avoir un test PCR qui est fait, mais sous réserve, en fait, de la validation par le médecin, en fait, qui décide si oui ou non il préconise de faire un test PCR après ce test antigénique négatif. Voilà. Alors aussi, on a une question concernant une nouveauté, c'est-à-dire des tests faiblement positifs. Est-ce que la CPM Recontact tient compte de ces tests et a la même attitude qu'avec les tests positifs? Ou est-ce qu'elle leur demande Et deuxième question, c'était aussi, est-ce que la CPM continue à envoyer les arrêts de travail ou elle invite les gens à aller voir leur médecin traitant pour les arrêts? Valérie, je te propose de répondre sur la première question et Léo Sophie sur la deuxième. D'accord.
Tout à fait. Alors, effectivement, il y a de plus en plus des tests qui sont faiblement positifs. Alors, en fait, nous, ce que l'on a comme principe, c'est lorsqu'on a ce type de test, c'est que les caisses primaires demandent au service médical de pouvoir contacter éventuellement le biologiste pour savoir pourquoi il a qualifié ce test de faiblement positif. On sait que parfois, c'est parce qu'il y a un des deux brins qui n'est pas présent. En général, le laboratoire est en capacité de nous dire si c'est parce qu'il a un doute et qu'il faut qu'il reteste, ou bien si c'est parce que c'est une fin, par exemple, de contagiosité. Et là, auquel cas, de toute façon, on considère que la personne, elle est positive. Sophie, sur les arrêts de travail? Alors, sur les arrêts de travail, il faut distinguer les cas Covid des cas contacts. Alors, sur les cas Covid, les P0, effectivement, on peut être amené à prescrire à délivrer des arrêts de travail, bien qu'on ne soit pas prescripteur. C'est vraiment une situation dérogatoire exceptionnelle dans le cadre du tracing. Et c'est uniquement quand la personne, bien sûr, a une activité habituellement et quand elle ne peut pas télétravailler. Parce qu'on a des cas zéro qui sont asymptomatiques et qui donc peuvent être en situation de télétravail. Donc, quand la personne ne peut télétravailler et qu'elle a une activité professionnelle, hors situation dérogatoire que j'évoquerai après, on délivre effectivement un arrêt de travail d'une durée de 7 jours à partir en fait de l'apparition des symptômes si le patient est symptomatique et s'il est asymptomatique à compter de la date du prélèvement. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on fait au niveau de l'assurance maladie, enfin du tracing, puisque le service médical effectue aussi le tracing. Pour les cas contacts, la procédure est un peu différente, puisqu'en fait, de la même manière, le télétravail doit être privilégié. Si ce n'est pas possible, là aussi, il peut y avoir un arrêt de travail, mais dans ce cas, il est limité et doit passer par le site Déclare Amélie, où le patient va se déclarer et ça va lui délivrer une attestation d'isolement d'une durée de 7 jours aussi à compter de la date de notre appel et qui finalement va lui permettre de justifier de cet isolement auprès de son employeur. À la suite de cette déclaration, nous, on va faire des vérifications et effectivement, on paiera les indemnités journalières. Ensuite, il y a la situation aussi des arrêts qui concernent les parents d'enfants cas contact. De la même manière, alors c'est un peu différent puisque eux ne sont pas cas contact eux-mêmes, donc c'est pas un arrêt de travail, c'est vraiment au sens maladie. Si on ne prend en charge au niveau de l'assurance maladie que les arrêts de travail pour les parents qui ne sont pas travailleurs salariés du secteur public ou du secteur privé. Dans ce cas-là, dans le cas où ils ne sont pas travailleurs salariés du secteur public ou privé, ils peuvent se déclarer sur Déclare Amélie et avoir un arrêt de travail qui couvre la période d'isolement de leur enfant. S'ils sont travailleurs salariés du privé ou du secteur public, ils relèvent de l'activité partielle et doivent donc, c'est l'inverse, excusez-moi, je vais reprendre complètement. Si la personne, oui, non, c'est ça. Excusez-moi. Donc, s'ils relèvent du secteur privé ou du secteur public, ils remettent cette attestation à leur employeur et ils relèvent bien du travail partiel et donc d'une indemnisation chômage éventuelle s'ils ne peuvent pas télétravailler. Enfin, il y a les situations dérogatoires aux règles d'isolement qui concernent un certain nombre de professionnels. Cela va concerner les salariés des établissements de santé, les professionnels libéraux maintenant, les personnels de structures médico-sociales, les cabinets médicaux, officines de ville, centres de santé, laboratoires, l'EFS, les transporteurs sanitaires, etc. Dans ces situations, nous ne sommes pas habilités à délivrer des arrêts de travail ou à orienter les professionnels vers le site Déclare Amélie. Ça doit être vu quand il y a un employeur avec l'employeur, puisque ça doit être traité afin de garantir une continuité des soins. Par contre, il y a une vigilance à avoir de la part du professionnel de santé, puisqu'il doit être en mesure systématiquement de préserver les gestes barrières et l'aération des locaux quand il continue à exercer s'il est cas positif.
Oui, merci. Donc, là, on demande aussi la question de préciser vraiment pour les enfants de moins de 6 ans, parce que ça revient assez souvent, la durée de l'isolement, puisque vous savez qu'on ne fait pas de prélèvement, et en plus, ils ne portent pas de masque. Donc, est-ce que c'est 7 jours ou 14 jours pour ces enfants cas contact de moins de 6 ans? Alors, c'est 7 jours. La durée d'isolement, elle est systématiquement de 7 jours. Même s'ils ne peuvent pas mettre de masque après, hein. Alors, Valérie, tu as un avis différent? En fait, tout dépend si c'est un enfant qui est cas contact foyer ou si c'est un enfant qui est cas contact hors foyer. En fait, quand on a un enfant cas contact hors foyer, on considère qu'au bout de 7 jours du dernier contact à risque, il peut en fait ne plus être en isolement puisque de toute façon, il a dépassé les 7 jours après la possibilité de développer des symptômes. Par contre, quand c'est un cas contact du foyer, là, évidemment, c'est différent puisqu'il ne va pouvoir être considéré comme pas à risque de développer que 7 jours après la date de guérison de la personne avec qui il vit. En l'occurrence, la personne avec qui elle vit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit elle est symptomatique et là, on arrive à dire qu'elle est guérie au bout de 7 jours de la date du premier symptôme sous réserve de 48 heures sans symptômes, soit elle n'est pas symptomatique, auquel cas, c'est 7 jours après la date de prélèvement. Et du coup, en fait, pour l'enfant, l'isolement, c'est 7 jours après les 7 jours, donc ça fait 14, effectivement. Effectivement, le cas de figure du cas du foyer. Oui. Merci. Et alors, justement, concernant ces arrêts, on a aussi beaucoup de patients qu'on voit reprendre au bout des 7 jours, alors qu'on estime, nous, qui ne sont pas en état de reprendre. Vous confirmez qu'on a toute l'attitude quand même de mettre une prolongation, enfin, sans forcément dire c'est 7 jours, point barre, vous devez reprendre au bout de 7 jours. La question se posant plus à nous dans le sens inverse, que les gens se sentent très bien et ne supportent mal le fait de devoir être arrêtés aussi longtemps. Donc on a plus souvent l'occasion de dire aux patients il faut absolument respecter cette septaine. Mais donc le médecin garde la main sur la durée de l'arrêt. En fait, les 7 jours, c'est un titre indicatif. En fait, les 7 jours, c'est un minimum quand même. Après, au-delà, ça dépend d'abord s'il est ou pas encore symptomatique ou 48 heures après la fin des signes. Et ça, effectivement, il n'y a que le médecin qui peut en juger. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans certaines situations, il peut y avoir une prolongation de l'arrêt. Oui. Donc, on ne risque pas a posteriori d'avoir des contrôles nous reprochant dans… Enfin, vous ne pouvez pas vous engager, mais je veux dire… Non, si, on peut s'engager de façon très simple, et c'est comme d'habitude, j'allais dire avec l'assurance maladie. Hein. À partir du moment où une prestation est justifiée pour des raisons médicales, il n'y a aucune raison de revenir sur la prestation. Si vous avez un assuré, pour vous, un patient qui, à 7 jours, est encore symptomatique, qui a des signes et dont vous estimez qu'il sera utile qu'il prolonge son arrêt de travail, il n'y a pas de question là-dessus. La justification médicale, c'est toujours au cœur des prestations de l'assurance maladie. Toujours. Nous, on part vraiment sur la délivrance d'un arrêt de 7 jours qui est préconisé dans le cadre au niveau de la contamination, mais effectivement, ce qui va compter, ça va être si le patient est symptomatique. De toute façon, nous, on invite systématiquement un patient symptomatique à se rapprocher de son médecin qui va juger effectivement si la durée de 7 jours est suffisante, qui va peut-être le revoir et prolonger, le cas échéant, l'arrêt de travail. Comme le disait le docteur Van Dendrich, c'est vraiment une durée minimale. Et on incite très fortement les patients, en tout cas les assurés pour nous, puisque pour nous ce sont des assurés et pas des patients, à respecter scrupuleusement les mesures d'isolement. Et on insiste aussi sur le fait que l'isolement n'est pas un confinement. Ça veut dire que dans l'isolement, ça veut dire que la personne, il faut aussi qu'elle s'isole au sein de son foyer le plus possible. C'est quelque chose de très important. Donc nous, on a ce discours-là, mais qui n'empiète absolument pas, bien au contraire, sur l'accompagnement que va faire le médecin traitant de la personne infectée. Merci. Alors, il y a une question qui n'a pas été posée, qui sera peut-être posée à l'occasion des arrêts de travail, mais c'est la question de la maladie professionnelle. C'est relativement encadré, c'est parfois complexe.
puisqu'on a des patients dont on ne sait pas trop, on sait qu'il y a une exigence d'avoir fait un séjour dans un service de réanimation avec une oxygénothérapie. Mais est-ce que, comme on fait de plus en plus les déclarations par Internet, et que finalement on n'a pas le droit de remords, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une déclaration, c'est compliqué pour annuler une déclaration et la transformer. Est-ce qu'on a intérêt à partir sur une maladie professionnelle tant qu'on n'est pas sûr, ou alors partir sur en maladie, quelle est la conduite à tenir vis-à-vis d'un patient donc, qui sortirait de réanimation et dont l'activité professionnelle aurait un soignant, par exemple, qui aurait été en réanimation sous oxygène, au niveau de la conduite à tenir ensuite, en fait. Qui est-ce qui veut prendre la question, Léo ou Sophie? C'est le cas général de la maladie, en attendant que la maladie professionnelle soit reconnue. Quelle attitude à… C'est difficile de répondre à ça, mais de toute façon, nous, quand on reçoit une déclaration de maladie professionnelle, on a une analyse et une investigation sur la situation pour voir si elle répond vraiment aux critères définis et si ça peut faire l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle. À défaut, ce sera pris en charge au titre de la maladie et non de la maladie professionnelle. Alors après, je pense qu'il faut essayer quand même de faire ces déclarations quand vous avez des indices, des éléments suffisants qui correspondent effectivement à ce qu'est la maladie professionnelle, parce que ça ne sert à rien non plus d'emboliser nos services avec des éléments qui ne relèveraient pas de la maladie professionnelle. Mais si vous avez des éléments suffisants, moi je pense qu'il vaut mieux que vous fassiez effectivement une maladie professionnelle et derrière on aura le processus d'investigation. Ouais, concrètement, ce que dit Sophie, si c'est l'exemple que vous donniez, un soignant qui sort de réa, vous faites la demande. De toute façon, on fera l'enquête administrative. C'est ce que je voulais savoir. Et donc, voilà, c'est ça. Voilà. Et une question aussi, maintenant, on commence à voir des gens qui ont des pathologies post-Covid assez complexes. Et donc, bien au-delà des 7 jours, on peut passer 3 semaines. Moi, j'ai une patiente, ça fait 2 mois qu'elle est en difficulté. Donc, on verra ça aussi au niveau de la question des arrêts. Mais est-ce que, pareil, c'est encore une fois le médecin qui décide. Puisqu'en fait, on n'a pas encore assez d'informations sur les syndromes post-Covid, c'est en train d'arriver. Mais la définition de l'absence de symptômes se limite souvent aux symptômes infectieux, mais toutes les séquelles, douleurs, etc., la gueusie, l'anosmie, enfin bon, donc vous confirmez bien que ça reste encore, comme avec toute pathologie, le médecin qui décide de la durée ou de la prolongation de l'arrêt de travail. Voilà. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit même, on a même vu, j'ai lu ça dans Le Monde il y a 2-3 jours, que certaines associations demandaient à ce que le post-Covid puisse passer en ALD. Vous voyez jusqu'où on va. Donc, tant qu'il y a des symptômes de Covid ou d'autres, connus ou inconnus, et qu'en tout cas on est face à un patient qui est dans l'incapacité de travailler, il est dans l'incapacité de travailler, et donc il est en travail. Après, à vous de juger si une agueusie, ça empêche de travailler, par exemple. Voilà. Mais il y a certainement des symptômes qui font que… Et il y a une question qui vient d'arriver, que vous avez certainement vu, c'est effectivement intéressant, parce que quand on a un cas positif, est-ce que c'est à nous, ça rejoint le tracing du début, est-ce que c'est à nous d'isoler dans la mesure où les personnes n'ont pas été contactées, ce qui peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver, que les personnes n'ont pas été contactées par les brigades de la CPM, est-ce que c'est à nous qu'il revient d'isoler les personnes qu'on aura déterminées comme contact, où on dit, non, tant que vous n'avez pas été appelé… Ah non. Effectivement, si vous avez la possibilité, quand vous êtes face à un patient qui est reconnu comme étant P0, c'est-à-dire, patient positif, et si vous avez la possibilité d'identifier ses contacts foyer et même hors foyer, et possibilité de leur faire savoir, oui, il faut les isoler tout de suite. C'est ce qu'on va faire nous. Mais comme vous êtes la première étape, le palier 1 du tracing, c'est la médecine générale. Donc, ce que vous pouvez faire, vous, c'est autant d'heures gagnées, et on sait que des heures, ça coûte là-dedans, c'est autant d'heures gagnées sur l'évolution. Donc, oui, vous pouvez le faire. Même, j'allais presque dire, vous devez le faire. Oui, d'accord. Non, mais c'est bien de le dire, parce que ça peut être un discours qu'on entend, où les gens attendent en disant, écoutez, vous serez contacté par la caisse, et puis en attendant, voilà.
Alors, ce que je souhaiterais préciser, c'est que par rapport à la question où il est écrit est-ce qu'on doit faire des arrêts de travail, la réponse est non, puisqu'en fait, les cas contacts, ce n'est plus des arrêts de travail qui sont faits, mais c'est des déclarations que les personnes font elles-mêmes sur Amélie Déclare. Donc, vous devez effectivement leur demander de s'isoler si possible, enfin, c'est recommandé, et elles feront la démarche elles-mêmes, en fait, sur Amélie Déclare, en fait. Il n'y a pas d'arrêt de travail à faire par le médecin. Et alors, on avait la question aussi quand les gens refusent et l'arrêt et le test. Le principe qui a été retenu en France dès le début, c'est l'absence de coercition. On sait même que malheureusement, N% de cas contacts refusent de s'isoler et même des P0 refusent de s'isoler. C'est le choix qui a été fait, qui est un choix qui nous surplombe. Hein. Voilà. Donc en France, le principe a été retenu de l'absence de coercition. Nous, on essaye de les convaincre comme vous au maximum, d'en appeler à leur responsabilité individuelle et collective. Et puis après, voilà. Dans d'autres pays, ils sont un peu plus drastiques. Hein. Oui, mais bon, c'est un choix, effectivement. Mais c'est important de le dire parce que certains peuvent se sentir obligés d'en faire trop et au risque de compromettre leur intégrité physique parfois. Tout à fait. Après, c'est un sujet aussi, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il y a tellement de référentiels, ça évolue tellement. Et en tout cas, moi, pour ma part, je m'y perds un petit peu, que quelquefois, on en oublie les bases et les principes et le bon sens. Oui, C'était le cas tout à l'heure des arrêts de travail. Quelqu'un qui est malade, il est en arrêt. Voilà. C'était le cas un peu de faut-il isoler ou pas, même si la brigade l'a pas appelé, etc. Bah oui, de toute façon, quelqu'un qui est P0, faut l'isoler, il faut isoler ses contacts. Et ça, on est sûr de jamais se tromper avec du bon sens. Et voilà. Mais c'est vrai que ça devient un petit peu complexe. Nous, pratiquement, à la Sécu, on va en faire une spécialité si ça continue. Voilà, je plaisante, mais c'est vrai que c'est difficile. Hein. Après, si vous voulez, à moins qu'il y ait d'autres questions là-dessus, on avait aussi repéré des questions sur la tarification des actes. Juste avant, il y a une question de simplement, ça va être très court, de rappeler, quelqu'un demande de rappeler les critères en déclaration de maladie professionnelle. Donc, si quelqu'un peut juste le charger très rapidement, Covid et maladies professionnelles, quels sont les critères que doit retenir le médecin général? Moi, j'avais retenu, c'était passage en réa avec oxygénothérapie. Sophie, vous y allez? J'ai pas les critères exacts en tête. Est-ce qu'il est possible éventuellement de faire une réponse a posteriori avec tous les éléments? Oui, tout à fait. Ça sera mieux d'ailleurs si c'est complet. Comme ça, on sera complet. Je pense que ce serait. Donc, on peut passer à la question suivante, oui. Ok, donc effectivement, on prend la question MP qui nécessite d'être bien carré, qui distingue en fait les soignants et les non-soignants et l'imputabilité pour les soignants et la non-imputabilité pour les non-soignants. Mais bon, c'est un peu compliqué, donc on y reviendra précisément. Oui, le sujet qui vous intéressait, le troisième sujet, c'était les différentes tarifications des actes dérogatoires, des tests, des téléconsultations. Donc, ce que je vous propose, c'est que, comme on l'a fait jusqu'ici, Léo Barrois nous fasse une synthèse de tout ça et après on prend les questions sur le sujet. OK? Très bien. Donc, effectivement, avec la prolongation, enfin la réactivation plutôt de l'état d'urgence sanitaire à partir de la mi-octobre, on a tout un nombre de mesures dérogatoires qui avaient déjà été mises en place lors de la première période de crise, si l'on peut dire, qui ont été prolongées au-delà du 30 octobre, c'est-à-dire au moins jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, et il y aura sans doute des textes qui préciseront les fins d'activation de ces dérogations. On a tout d'abord tout ce qui a trait à la téléconsultation, qui avait été assez élargi par rapport aux dispositions conventionnelles, avec notamment une dérogation qui vous permet de faire des téléconsultations sans connaissance du préalable du patient et en dehors du parcours de soins dans le cas des patients susceptibles ou reconnus atteints de Covid-19. On a une prise en charge des téléconsultations pour tous les patients à 100% en pratiquant le code d'exonération Exodiv 3. La possibilité de réaliser des consultations complexes et des avis ponctuels à distance par vidéotransmission. La prise en charge des téléconsultations pour une première prise de médicaments dans le cadre d'une IVG médicamenteuse, également en téléconsultation. La possibilité de réaliser en téléconsultation l'examen prénatal et la séance de préparation à la naissance. Et également, pour des personnes qui n'auraient pas accès à la vidéotransmission, la possibilité de réaliser à nouveau des téléconsultations par téléphone, prise en charge à 100%. Par rapport à l'intervention des médecins généralistes, enfin des médecins plus généralement en EHPAD, on a une prolongation de la majoration d'urgence que vous pouvez facturer à l'assurance maladie
y compris si l'EHPAD facture déjà dans le forfait de soins cette majoration. Vous pouvez facturer une majoration d'urgence. On a la poursuite de la prise en charge à 100% de tous les actes et prestations dans les centres ambulatoires dédiés Covid-19 qui sera prolongé jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Et on a une simplification du circuit des pièces justificatives à la facturation. Donc, c'est dans le cas des flux B2 dégradés où vous pouvez conserver à votre niveau, donc pendant un délai légal de 33 mois, les feuilles de soins papier. Même si vous souhaitez continuer à les envoyer, vous avez toujours la possibilité de les envoyer à votre caisse primaire de rattachement et elles seront traitées. Mais en tout cas, ce n'est plus une obligation telle que c'est en temps normal. On ne l'a pas reprécisé, mais dans le cas du contact tracing, il y a également une facturation dérogatoire pour le fait de mettre en œuvre le contact tracing. Donc, c'est la facturation d'une consultation MIS d'une valeur de 30 € qui permet de majorer, on va dire, la consultation initiale d'information d'un patient de sa positivité au Covid et du traçage des contacts du cas foyer. C'est les principales, en tout cas, mesures dérogatoires qui sont maintenues en période de crise. Il y a également le sujet de la prise en charge des indemnités journalières pour les médecins libéraux qui sont prolongées pendant la période. Alors, je vois une question. La prise en charge à 100% en vidéoconsultation concerne uniquement un motif en rapport avec le Covid ou alors la prise en charge à 100% concerne tous les motifs. C'est bien une prise en charge des consultations pour tous les patients à 100%. Il y avait une question aussi qui concernait les cas Covid. Quand on enregistre un cas contact, un patient zéro, on n'a pas forcément accès à tous les cas contacts. Et donc, c'est difficile de les renseigner puisque le laboratoire ne communique pas forcément les cas contacts. Donc, c'est difficile de les renseigner sur le site Amélie. Oui, en fait, on peut renseigner essentiellement la sphère familiale. Hein, c'est ce qui était prévu au niveau du niveau 1. C'était surtout de dire si le médecin, il déclare le cas 0 et il fait la sphère familiale, il trace la sphère familiale. Après, de toute façon, sachez que le patient sera appelé et pour le reste des cas contacts, ça va être fait aussi par la plateforme de la clinique. C'est-à-dire que, en fait, c'est le problème, le médecin ne veut pas rentrer sur la fiche qui est faite par le laboratoire, en fait. Alors, les laboratoires ne font pas les fiches, en fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a l'outil Covid. Si vous faites une création de patient zéro, ça pose pas de problème. Vous pouvez derrière saisir les cas contacts, notamment de la sphère familiale. Par contre, si c'est un patient contact qui a été saisi à la base, en fait, par la plateforme du Covid, là, en fait, vous n'avez pas la main. Alors maintenant, il y a eu en fait une possibilité, là, depuis quelques semaines, l'outil Covid a été un peu modifié. Et quand on appelle le patient contact, on lui demande de nous identifier la personne qui sera sa personne, qui le déclare, hein, pas forcément d'ailleurs son médecin traitant, mais le médecin qu'il ira voir en cas de test positif. Et on saisit le numéro en fait du médecin, ce qui lui permet d'avoir la main en deuxième lorsqu'il se positive. Et c'est vrai que ça pose des difficultés parce que quand au départ le cas contact a été saisi par l'assurance maladie, qu'il n'y a pas eu d'identification au moment où on a eu le contact avec le patient de la personne qui prendra en charge le dossier, du médecin qui prendra en charge le dossier, si elle n'est pas enregistrée, il n'aura pas la main. Donc, c'est ça le souci, à mon sens, dont on veut parler. Après, j'ai vu passer quelque chose tout à l'heure, donc j'en profite. Je répète, en fait, c'est pour les cas contacts, il n'y a plus lieu de prescrire un arrêt de travail puisqu'ils vont directement sur le site Déclare Amélie. Par contre, effectivement, pour les cas zéro, il y a toujours le maintien d'un arrêt de travail qui doit être réalisé par le médecin traitant, par le médecin de préférence. Et s'il n'est pas fait par le médecin, par la plateforme. Mais en général, on préfère que ce soit le médecin qui le fasse.
D'accord. Et juste une précision, si je peux me permettre, parce qu'il y a une question aussi sur le fait que l'arrêt de travail puisse être délivré par les cas Covid et les cas contacts à partir de Déclare Amélie. Déclare Amélie est réservé strictement aux cas contacts qui ne peuvent pas télétravailler et éventuellement aux personnes vulnérables qui ne pourraient pas télétravailler depuis le 12 novembre et aussi qui ne pourraient pas bénéficier de mesures de protection spécifiques sur leur lieu de travail. Donc sous certaines conditions. Mais les cas zéro, les cas Covid, relèvent du circuit que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous leur prescrivons, enfin nous leur délivrons, il faut que j'arrête de dire prescrire, un premier arrêt de 7 jours et après nous l'envoyons vers vous pour une éventuelle prolongation si son état de santé le nécessitait. Mais ça ne passe pas par Déclare Amélie. Et on est bien d'accord, Sophie, pour que nous payions, on croise Déclare Amélie et contact Covid et le patient doit être conduit en cas contact dans contact Covid. Hein. Tout à fait. Alors, dans Déclare Amélie, quand la personne va faire sa déclaration, elle va avoir un justificatif qui va lui permettre de justifier de son absence auprès de l'employeur. Mais pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières, d'une indemnisation de cet arrêt, il faut que nous nous assurions par un croisement de données que cette personne est bien identifiée comme cas contact dans l'outil de contact tracing, puisque c'est le point de départ finalement et la justification même de cet arrêt. Et après, le calcul des indemnités se fait selon les règles habituelles, c'est-à-dire avec les éléments de salaire de chacun. Voilà. Mais il y a des vérifications qui sont opérées puisque le site est accessible à tous. Donc, il est bien évident que nous verrouillons les choses par ailleurs avant de verser les indemnisations de ces arrêts. Merci. Vous avez vu là, cette question, je n'ai pas constaté, mais c'est quelqu'un qui dit on ne peut pas basculer un patient du statut de cas contact au statut de P0 quand il devient positif suite au tracing. Et alors, je ne sais pas si, moi je ne l'ai pas constaté personnellement, mais est-ce que ça vous est remonté? Valérie ? En fait, c'est ce que je viens de préciser. Un cas contact qui a été appelé à la base par l'assurance maladie et enregistré dans l'outil Covid, si on n'a pas saisi en fait dans une case prévue pour cela la personne médecin identifié qui va le prendre en charge si jamais il était cas zéro, la personne elle pourra pas accéder, le médecin ne pourra pas accéder à la fiche. Il faut vraiment que ce médecin soit préalablement identifié lors de l'appel du cas contact quand nous, on crée le cas contact, si c'est nous qui l'avons créé. D'accord. D'accord. Également sur la facturation, pour compléter, parce que j'ai vu une question sur ce sujet, la facturation des tests antigéniques par les médecins. Donc, il y a deux situations, hein, parce que vous allez savoir tout de suite si le patient est négatif. Dans ce cas, c'est une cotation C2 ou V2 lors d'une visite. Et pour des patients testés positifs, on réintègre là encore la majoration qui est liée à la prise en charge d'un cas positif. Donc, c'est une cotation globale C2 plus MIS ou V2 plus MIS. Et à chaque fois, la facturation des tests antigéniques, elle est bien prise en charge à 100% par l'assurance maladie obligatoire, avec toujours le code EXODIF 3. Et si vous faites ça, on va dire, en dehors du parcours de soins, vous pourrez utiliser le code urgence qui permet d'éviter, on va dire, que le patient soit pénalisé s'il n'est pas pris en charge par son médecin traitant ou en absence de médecin traitant. D'accord, très bien, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez des précisions par rapport à toutes les questions qui nous sont arrivées. Je vois une question sur la téléconsultation prédis par rapport à la question la téléconsultation rentre-t-elle dans le cadre de l'avenant 6? Donc, moi, je ne suis pas un expert de l'outil prédis, qui n'est pas un outil de l'assurance maladie. Simplement, le cadre de l'avenant 6, c'est le cadre classique, on va dire, de la téléconsultation qui est en dehors des dérogations. Et c'est le cadre qui prévoyait que la téléconsultation nécessitait la connaissance préalable du patient, que ce soit dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Donc, après, je ne connais pas assez l'outil Prédis pour savoir si c'est un moyen pour eux, quelque part, de faire un suivi statistique des téléconsultations dérogatoires ou si c'est un élément qui, si vous ne validez pas, est bloquant pour la téléconsultation et que l'outil n'a pas été mis à jour dans le cadre de la crise. Donc, ça, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, l'avenant 6, c'est bien les modalités classiques de téléconsultation telles qu'ils étaient prévues avant les mesures dérogatoires. D'accord.
Alors, concernant la question, il n'y a pas de délai de carence avec les arrêts Covid. Vous confirmez? Alors, il y a de la carence ou... Il y a de la carence pour les cas 0, pour les arrêts Covid. Par contre, cette carence ne s'applique pas pour les cas contacts, puisque ce n'est pas, on impose un isolement, voilà. En fait. Ce n'est pas lié à la maladie. Donc, c'est une distinction entre les deux types d'arrêts. C'est aussi pour ça qu'il y a deux circuits différents, puisqu'ils ne sont pas identifiés de la même manière. Donc, c'est important de le repréciser, parce qu'effectivement, il y a une carence pour le cas 0. Par contre, pas de carence pour les cas contacts. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est préconisé de ne pas faire que les cas contacts ne soient pas mis en arrêt par le médecin, mais bien via le site Déclare Amélie, pour pouvoir identifier directement ce type d'arrêt. Très bien. Alors, on a une médecin qui nous pose la question des indemnités journalières en cas de vulnérabilité chez elle, les médecins, donc enceinte, 3e trimestre de grossesse, et la procédure pour bénéficier des indemnités journalières en cas de vulnérabilité chez un médecin généraliste, enceinte donc en fin de grossesse. Qui est-ce qui prend la question? Donc, les professionnels de santé en situation de vulnérabilité, grossesse ou autre? Avec les indemnités journalières, la question des indemnités journalières. En fait. Alors, donc, pour ce qui est des professionnels de santé libéraux, comme je le disais tout à l'heure, ils relèvent de dispositions dérogatoires dans le cadre de l'application de l'isolement. Pour autant, si un arrêt devait être prescrit, du coup, non pas dans le cadre de Déclare Amélie, mais un arrêt par un professionnel de santé, dans ce cas-là, il y aurait effectivement un versement d'indemnisation dont les montants sont définis en fait par rapport au code forfait IDA et qui correspondent à chaque catégorie professionnelle. D'accord, merci. Il y a une question, je me permets de rebondir aussi sur le contact Covid identifié via l'application Tous Anti-Covid, et c'est important de repréciser les choses. C'est qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment deux systèmes distincts entre l'application Tous Anti-Covid et le contact tracing, et il n'y a pas de lien en fait informatique et ni même dans la procédure. On est vraiment sur deux champs distincts, avec, on va dire, une application Tous Anti-Covid qui a plutôt une utilité privée, on va dire, et individuelle, et qui permet, on va dire, de prévenir aux personnes qui l'ont activé, et dans une hypothèse où une majorité de personnes l'auraient activé, quelque part, de prévenir des contacts qui ne sont pas identifiables par le patient. Donc, c'est assez complémentaire finalement avec l'approche de tracing. On est plutôt sur des cas contacts que le patient 0 arrive à identifier. Et en revanche, si on indique, on va dire, dans l'application Tous Anti-Covid qu'on est patient 0, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de lien automatique avec le contact tracing. Et c'est vrai qu'il y a pu avoir parfois une ambiguïté ou une incompréhension, notamment dans le fait que les tests antigéniques, le médecin peut générer un code, on va dire, qui va permettre de valider dans l'application Tous Anti-Covid la positivité du patient. Mais cette saisie, finalement, n'a aucun impact sur le contact tracing, et convient quand même de faire la saisie dans CIDEP qui va permettre de déclencher le processus de contact tracing. On est vraiment sur deux processus étanches. Donc là encore, on peut le regretter ou pas, chacun son opinion, mais c'est que c'est à l'heure actuelle, le processus est vraiment étanche entre l'application anti-Covid et le contact tracing tel que l'assurance maladie le déploie. Et d'ailleurs, nous, on a assez peu de visibilité finalement sur la gestion de cette application. On n'a pas plus d'informations finalement que le grand public sur l'application Tous Anti-Covid. Merci. Et concernant les certificats de mise en activité partielle, où on en est actuellement avec l'évolution un petit peu de la crise? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Pour les vulnérables? Oui, voilà, pour la question de la vulnérabilité, parce qu'on a des patients qui sont vulnérables, on est embêté parce que c'est à nous de déterminer s'ils sont vulnérables. Il y en a beaucoup qui se déclarent vulnérables simplement parce qu'ils sont effectivement, ils ont une maladie en affection longue durée.
Mais est-ce que ce certificat est toujours d'actualité, et notamment au niveau de la durée, puisqu'on commence à nous demander même chez les fonctionnaires des durées, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était jusqu'à la fin de la situation d'urgence. Maintenant, on commence à nous demander des durées, d'indiquer des durées sur ce certificat. Sur la situation des personnes vulnérables, donc ça a évolué avec le décret du 10 novembre. Donc, il y a des critères cumulatifs pour pouvoir être vulnérable. Vous les connaissez mieux que moi. Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation et d'une prise en charge au titre de la vulnérabilité et donc d'un arrêt de travail, il ne faut pouvoir désormais recourir, il faut que la personne ne puisse recourir au télétravail et ne puisse bénéficier de mesures de protection renforcées sur son lieu de travail. Et ça, c'est une nouveauté. Parce qu'avant, il n'y avait que le télétravail, et maintenant, potentiellement, une personne vulnérable peut continuer à exercer son activité professionnelle sous réserve que l'employeur s'assure de la mise en œuvre de ces protections renforcées, qui sont notamment l'isolement du poste de travail, l'absence ou la limitation de partage du poste, le nettoyage et la désinfection régulière du poste, etc. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de critères qui garantissent finalement la protection renforcée de ce salarié. Donc seulement si le télétravail ou le travail sur site avec des protections renforcées ne peuvent être mis en œuvre, alors là, effectivement, la personne vulnérable peut entrer dans le cadre d'une procédure d'isolement et d'un arrêt soit d'un arrêt de travail, soit effectivement d'une activité partielle. Alors pourquoi je fais la distinction? Puisque ça dépend finalement du statut de la personne concernée. Depuis le 12 novembre, donc depuis la parution de ce décret, les arrêts dérogatoires pour motifs vulnérables se font exclusivement en ligne sur le site Toujours Déclare Amélie, c'est aussi un point d'entrée. Par contre, les assurés qui peuvent y prétendre sont les gérants salariés, les stagiaires de la formation professionnelle, les agents de la fonction publique, les artistes-auteurs, les artisans commerçants, les professionnels de santé, les professions libérales, et les salariés de droit privé, par contre, qui exercent une activité, eux, rentrent dans le cadre de l'activité partielle et doivent donc bénéficier d'un autre dispositif. Pour compléter sur le sujet, il y a eu, enfin on sait tous, il y a eu quelques allers-retours sur ce sujet des vulnérables, avec une définition des vulnérables de mai qui était relativement large, et puis très restreinte, vous vous en souvenez, en août, et puis qui s'est réélargie là avec le décret dont vient de parler Sophie, mais aussi avec une très grande différence maintenant, c'est que le premier niveau d'appréciation, c'est est-ce que le télétravail est possible ou pas, et avant on s'arrêtait là, sauf pour les contacts, et maintenant le deuxième niveau d'appréciation, c'est l'employeur est en capacité d'apporter des mesures de protection renforcées. Et je réponds du coup à une question qui est, est-ce que c'est au médecin traitant d'apprécier la mesure de protection renforcée? Non. S'il y a contestation entre l'employeur et son salarié, ça revient à l'inspection du travail. Et c'est uniquement, c'est nouveau, là aussi ça bouge pas mal, vous l'avez vu, au niveau des OS ou autres, des organisations syndicales, sur le fait que dorénavant, un salarié, si son employeur peut lui offrir des mesures de protection renforcées, comme les a définies Sophie, même s'il est vulnérable, il est potentiellement en capacité de venir travailler. Et s'il y a conflit, c'est l'inspection du travail. Oui, d'ailleurs, vous savez que comme on est dans le domaine du travail, les relations ne sont pas toujours évidentes entre le médecin traitant et le médecin du travail, puisqu'on a le point du secret. Est-ce que là, il y a quelque chose de particulier à conseiller au niveau des liens avec le médecin du travail dans certaines situations, ou est-ce qu'on peut se rapprocher du médecin du travail pour en savoir plus sur les conditions de travail, ou alors vraiment, comme vous l'avez dit, c'est pas à nous de le faire, c'est à l'inspection du travail de gérer la difficulté éventuellement de l'application des mesures de protection, des gestes barrières au sein de l'entreprise. C'est un peu question difficile parce qu'en fait, là, il faudra un médecin du travail. Donc, ouais, j'allais dire, le premier niveau, ça reste quand même le salarié. Et puis, de
d'apprécier lui-même les mesures de protection renforcées, parce qu'après tout, c'est pas très compliqué de comprendre. Est-ce que je vais pouvoir aller au boulot en voiture et éviter les transports en public? Est-ce que je vais être seul dans mon bureau? Est-ce que dans mon bureau, on évite que je croise les gens? Est-ce qu'on me donne un masque ou des masques? Est-ce que j'ai des solutions ou est-ce que je peux me laver les mains? Tout ça, c'est à lui de recueillir ces éléments-là, hein. Et après, je pense que avec le médecin traitant peut, je crois, enfin vous le savez mieux que moi, le rassurer si toutes ces mesures et celles dont parlait Sophie sont apportées. Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, lui conseiller de se rapprocher de l'inspection. Et toujours dans le domaine du travail, quelque chose qui revient assez souvent, et ça j'ai constaté dès le départ de l'épidémie, avec le télétravail, on a beaucoup de patients qui souffrent de troubles musculo-squelettiques. Ce ne sont pas des tirs au flanc, hein, parce que effectivement, ils n'ont pas forcément les outils chez eux appropriés avec des petits ordinateurs, des petits écrans, des sièges pas forcément confortables. Et ils ont souvent des scrupules à arrêter le travail parce qu'ils s'estiment pas travailler alors qu'ils sont en train de travailler chez eux. Donc, on est souvent confronté à cette question de l'arrêt de travail qui est finalement en lien avec cette épidémie. Et encore une fois, hein, ce que je disais tout à l'heure, le médecin traitant est là, juge avec son patient, hein, effectivement, de la pertinence de l'arrêt de travail. Donc, ouais, là, l'idéal, si on peut, c'est pour éviter l'arrêt de travail, c'est de demander aux salariés de se rapprocher du médecin du travail qui pourra aménager les conditions de travail, mettre à disposition des fauteuils, hein, des choses comme ça, hein. L'employeur y est tenu, et ça peut éviter justement l'arrêt. Donc, un salarié qui commence à se plaindre de ce type de trouble-là, il en fait état à son médecin, qui en fait état, ou il en fait état au médecin ou à l'employeur. L'employeur peut le rapprocher du médecin du travail qui le voit, qui juge de son aptitude et qui aménage son poste avec les moyens de disposition. Ça peut être des souris ergonomiques, enfin toutes choses que vous connaissez et qui sont bien utiles. Ça évite l'arrêt, d'aller jusqu'à l'arrêt. D'accord, donc très bien. Je pense qu'on a déjà balayé pas mal la question des arrêts. Alors, je regarde un peu les questions qui sont arrivées et auxquelles on est en train de répondre en direct. Je vous rappelle que pour ceux qui nous écoutent, que vous pouvez toujours poser vos questions en direct et on essaie d'y répondre en temps réel. Et que bien sûr, ce webinaire sera disponible en rediffusion. Donc, n'hésitez pas surtout à intervenir en posant des questions sur ce sujet qui est effectivement un sujet difficile parce que il concerne pas directement la pathologie, mais tout ce qui est le médico-social qui l'entoure. J'en profite pour m'excuser parce que on ne parvient pas à répondre à toutes les questions qui sont posées là. D'abord, il y en a beaucoup. Et puis, c'est vrai que c'est un sujet assez technique qui, même pour nous éloigne assez. On a les réponses, hein, mais souvent, ça s'appuie sur des référentiels qui varient. Donc, voilà, on ne peut pas y répondre aussi rapidement que ça qu'on peut le faire pour certains sujets. Et puis, vos réponses sont effectivement font office de loi. Hein, donc, effectivement, il faut être prudent. Alors, on a une question sur les patients vulnérables ont-ils le droit de refuser le chômage partiel? Alors, je ne sais pas pourquoi elle est posée, mais ça a dû se produire. Alors, il est possible qu'un patient vulnérable ne se fasse pas connaître auprès de son employeur et ne fasse pas la démarche. Dans ce cas, il peut effectivement ne pas entrer dans le cadre du dispositif. Après, la priorité, comme on disait tout à l'heure, c'est de maintenir les personnes en activité par le biais du télétravail prioritairement pour les personnes vulnérables et si possible sur site. Donc l'objectif, c'est d'éviter au maximum la situation d'activité partielle ou de chômage partiel, hein, selon le sens dans lequel on le prend. Après, si l'employeur n'est pas en capacité, si la personne donc, a son certificat de vulnérabilité délivré par le médecin traitant, que l'employeur n'est pas en capacité de le mettre en télétravail et n'est pas en capacité de garantir sur site les conditions de protection renforcées, dans ce cas-là, le salarié n'a pas le choix que d'être mis dans cette situation-là par son employeur. La seule situation de vulnérabilité que l'employeur a à connaître, par nature, c'est l'âge. Plus de 65 ans. Après, toutes les autres situations, il n'a pas à les connaître. Oui. Donc, si le salarié ne lui révèle pas, eh bien voilà. D'accord, très bien. Donc, alors, je regarde un petit peu justement s'il y a des questions par rapport à ce qu'on est en train d'aborder sur la question des arrêts. Est-ce que vous avez d'ailleurs constaté
par rapport à la première épidémie, la première, je ne vais pas dire épidémie, parce que c'est la même finalement, une plus grande importance des arrêts. Est-ce que les arrêts se sont multipliés ou avec la mise en place du télétravail, il y a moins de... c'est pareil, en fait, au niveau statistique, je ne sais pas si vous avez déjà des statistiques. Non, c'est un peu tôt. Et puis, nos statistiques habituelles sont biaisées. Enfin, oui, on peut utiliser ce terme-là, biaisées par le premier confinement, toutes les dérogations possibles. Hein, vous vous souvenez, les parents, etc. Donc, c'est pas les mêmes arrêts de travail que d'habitude, quoi. Non. Et là, on se retrouve avec un confinement où les dérogations sont pas les mêmes non plus. Donc, comparer l'un à l'autre, c'est pas évident. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait des questions sur les troubles anxieux. Vous l'avez dit, les troubles musculo-squelettiques, des choses comme ça. Ça, c'est un sujet qu'on va aussi travailler parce que, j'allais presque dire, c'est quelque chose qu'on va rencontrer dans les mois à venir. Ce ne sont pas des nouvelles pathologies, hein, mais probablement des incidences plus importantes encore que d'habitude. Oui, d'ailleurs, le télétravail en lui-même est vecteur de difficultés. On commence à en parler. Le télétravail, qui est une situation rêvée de beaucoup de salariés il y a 1 an, et qui maintenant le subissent, hein, du coup, le télétravail devient moins rêvé ça devient une réalité. Oui, et confronté à cette réalité, chacun en subit quelquefois les conséquences. On avait d'ailleurs un peu le problème en santé mentale où, apparemment, quand la Caisse a arrêté de rembourser la consultation uniquement téléphonique, on sait que beaucoup de gens qui souffrent de problèmes de santé mentale ne sont pas forcément équipés de smartphones. Beaucoup sont dans des situations de précarité. Donc, c'est une bonne chose que ça se soit arrangé. Mais est-ce qu'on a une notion sur la durée de cette dérogation en fait, qui va être accordée au niveau des consultations téléphoniques pures, sans visio? Je parle uniquement dans le cadre des troubles anxieux générés par la crise, donc pas forcément directement en lien avec la crise du Covid. Non, on n'a pas de notion sur la durée. Ça reste un dispositif transitoire, lié à la situation actuelle, parce qu'après, on revient à l'essence même. C'est un peu le sujet que disait Léo tout à l'heure quand on parlait de l'avenant 6. Hein. On revient après à l'essence même de ce qu'est la téléconsultation et des critères qui font une bonne consultation et qui permettent aussi d'en gérer l'étendue. Donc, c'est transitoire. Alors, je ne suis pas devin, c'est pour moi qui fais la réglementation, mais je pense que ça s'arrêtera quand s'arrêtera la situation actuelle. Léo, vous voulez compléter peut-être? Oui, c'était juste pour évoquer qu'au niveau national, les partenaires conventionnels ont ouvert une négociation sur un avenant, on va dire, à la convention médicale des médecins pour peut-être revoir justement les conditions de la télémédecine, donc pour tirer des enseignements de la crise. Et je ne doute pas que ce sujet sera sans doute porté par vos organisations représentatives. Donc après, évidemment, je ne m'avance pas comme le docteur Van Dendrich sur ce qui sera retenu ou pas, mais c'est un sujet en tout cas qui est réentrepris au niveau national dans les négociations et qui pourrait déboucher sur peut-être la pérennisation d'un certain nombre de mesures dérogatoires. Pour l'instant, ça reste tout à fait ouvert et conditionné à la négociation. Alors, c'est Pardon, j'avais un sujet complémentaire qui avait été évoqué en avant, c'est le sujet de la perte d'activité, le dispositif de compensation. Je souhaitais peut-être en dire 2 mots et voir. Oui, même 3, hein, sans problème. Oui, plus comme vous voulez. Donc, rapidement, le dispositif de compensation de la perte d'activité, c'est un dispositif qui a été mis en place pendant la première période de confinement pour tous les professionnels de santé et qui permettait en fait de compenser essentiellement les charges fixes des professionnels de santé confrontés à une perte d'activité. Très concrètement, le dispositif, ça fonctionnait sous une forme d'avance où il y avait un montant théorique de l'aide qui était simulé par rapport à la saisie des informations du médecin. Hein. Très concrètement, on lui demandait son niveau d'activité comparé au niveau d'activité de l'année précédente. Et en fonction de la variation, ça simulait un montant théorique de l'aide et l'assurance maladie versait un acompte de 80% de ce montant théorique. Il y aura un principe sur cette première période d'indemnisation de régularisation. Donc, ce sera sans doute début 2021, même si on n'a pas de calendrier plus précis, qui, en fonction de la totalité de la variation d'activité sur l'année 2020 comparée à 2019, permettra de régulariser l'aide. Et donc, c'était le premier dispositif. Ce dispositif, il est réouvert pour la deuxième période de crise, mais sur un périmètre beaucoup plus restreint et qui concerne les médecins libéraux qui ont une activité dans les structures, les établissements qui sont contraints de déprogrammer des soins et donc dont l'activité est impactée par ces activités de déprogrammation. Donc,
Ce dispositif exceptionnel, il réouvrira à partir du 1er décembre pour à nouveau permettre à ces professionnels-là de demander une indemnisation sur cette période et d'avoir un acompte jusqu'à 80% du montant théorique de l'aide. Mais cette fois, en tout cas, dans cette deuxième mouture, c'est réservé aux médecins libéraux impactés par les déprogrammations d'établissements de santé, alors que sur la première version du printemps, si on peut dire, on était vraiment sur un périmètre large avec toutes les professions de santé concernées. À noter que c'est bien une procédure qui passe par le compte Amélie Pro et il est nécessaire de formaliser une demande d'avance si on veut demander l'aide. Nous, on considère qu'un médecin qui n'a pas fait de demande d'avance, il n'a pas fait de demande d'aide et ce qui fait qu'il est vraiment nécessaire de formaliser une demande d'avance si ça vaut demande d'indemnisation. Sachant qu'après, il y a un principe de régularisation, c'est que si on constate a posteriori finalement que la perte d'activité n'a pas été aussi importante que ce qu'a annoncé le médecin ou voire pas de perte d'activité, il y a un remboursement de l'aide, mais qui n'est pas problématique, simplement un processus de remboursement. Et si jamais le médecin avait sous-évalué sa perte d'activité, il y a bien sûr une régularisation au bénéfice du médecin. Oui, c'est important à préciser. Alors souvent, on oublie les spécialistes dans cette crise. Le docteur Chazelle l'avait rappelé, ils sont peut-être plus lourdement impactés parce que certains ne peuvent pratiquement plus travailler. Beaucoup sont confrontés au problème des annulations de rendez-vous parce que les patients sont cas contact ou bien patient zéro. Et je ne sais pas si quelque chose a été prévu pour les spécialistes ou si ils rentrent exactement. C'est la même chose que pour les médecins généralistes. C'est le même dispositif qui s'adresse à tous médecins libéraux, quelle que soit la spécialité. Et un autre problème qui concerne aussi les spécialistes, c'est que les téléconsultations ne sont pas très valorisées pour les médecins spécialistes, alors qu'on en aurait bien besoin justement pour éviter le déplacement des patients. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est actuellement en discussion pour favoriser la téléexpertise et inciter donc les médecins spécialistes à se rendre plus facilement disponibles par le biais de la visioconsultation? Là, vous êtes sur la téléexpertise, c'est ça, oui, sur la téléexpertise niveau 2. Je ne sais pas actuellement si les négos conventionnels, Léo, dont vous parliez tout à l'heure, englobent aussi la téléexpertise. Il me semble que c'est global sur les dispositifs. Donc, sachant que la téléexpertise est déjà prévue. Après, si je comprends votre question, c'est qu'il y a un sujet d'incitation financière qui n'est peut-être pas suffisant aujourd'hui. Justement, oui, pour l'instant, ce n'est pas très incitatif. Ce qui fait que, c'est effectivement, on a du mal. Les délais de rendez-vous sont souvent longs pour des problèmes, des spécialités. Avant, c'était uniquement l'ophtalmo, mais maintenant, on commence à avoir des problèmes en dermatologie. Et on sait que là, sur la téléexpertise, raccourcit considérablement ces délais. Et donc, avec le Covid, il y a la Covid, il y aura beaucoup de pathologies annexes qui vont se développer et qu'on va voir émerger. Et donc, on aura des rendez-vous de spécialité rapides, nécessaires, en fait. Ça vous concerne pas directement, c'est simplement au niveau de la revalorisation, puisque les médecins ont été valorisés avec la MIS pour le dépistage, etc. Mais je ne sais pas s'il y a des actions équivalentes qui ont été faites pour en regard pour les spécialistes. Non, a priori, non. On a eu 3 questions, là, les dernières auxquelles je réponds rapidement. Une qui porte sur « Y aurait-il une obligation pour les médecins de téléconsulter ?» Non, non. C'est une pratique que chacun s'approprie ou pas. Une deuxième question sur le dispositif d'aide pour les médecins remplaçants. Non, l'aide ne s'adressera qu'aux professionnels dont parlait Léo Barrois là immédiatement, c'est-à-dire les médecins exerçant en établissement privé de santé et qui sont impactés par les déprogrammations ou autres. Et puis après, une question un peu technique pour nos collègues CEPAM. Doit-on faire à chaque fois et garder une copie papier des feuilles de soins dégradées? Là, je vous laisse la… Ce que l'on demande, c'est qu'il y ait une dispense, en tout cas, dans cette période de crise, d'adresser les justificatifs à la caisse primaire et que vous gardiez les justificatifs à votre niveau. Après, de savoir si vous devez les imprimer ou les conserver de façon dématérialisée, quelque part, peu importe. Il faut que vous puissiez, si on contrôle et qu'on demande les pièces à l'issue de
la période, que vous puissiez justifier et adresser les pièces justificatives a posteriori dans les mêmes conditions qu'habituellement. Bien, merci. Si vous voyez d'autres choses à la limite qu'on n'aurait pas abordées encore, puisqu'il nous reste encore un peu de temps. Donc, on a abordé pratiquement tous les thèmes, je regarde contact tracing, SIDEP, tarification, arrêt de travail, l'activité partielle, définition d'un cas contact et la particularité du parcours d'un enfant, ça on l'avait dit, prise en charge des compensations de charges pour les libéraux. On avait en question complémentaire la tarification d'une visite longue en soins palliatifs. Est-ce que quelqu'un... Qui prend, Sophie, Léo? Ou pas, hein, on peut y répondre secondairement parce que ça aussi c'est un petit peu technique. À moins que vous ayez la réponse, Sophie. Alors j'avais cherché, j'avais la réponse, je vais essayer de la retrouver dans mes notes. En attendant. En fait, la question c'était surtout est-ce qu'on peut faire 4 par an? C'était 4 par an en fait au maximum, hein, pour la tarification de visite longue en soins palliatifs. Donc, est-ce que ça a changé ou pas? C'est pareil, hein, vous pouvez vous donner du temps pour répondre. Parce que je pense qu'on vous répondra. Il y avait aussi une question concernant, là je passe du coq à l'âne, si je peux me permettre, avec la vaccination anti-grippe. Vous savez que c'était un peu compliqué parce qu'elle a rencontré un vif succès. Est-ce que il y a des bruits qui courent comme quoi il n'y aurait plus de vaccins? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tous ceux qui veulent se faire vacciner auront des vaccins? Moi, les bruits qui courent, par principe, j'y crois pas, jusqu'à ce qu'ils se vérifient. Voilà. Moi, j'avais entendu qu'on attendait, qu'on savait qu'il y aurait une pénurie du fait, voilà, mais que il y a plein de pharmacies qui en ont plus, enfin plus personne n'en a, mais que normalement, il y aurait de quoi d'ici 15 jours, fin novembre. Moi, j'avais entendu que ça reviendrait dans les officines. Enfin, ça serait très surprenant qu'il n'y en ait plus du tout. Donc, maintenant, on a une situation qui est quand même paradoxale. Hein, c'est qu'on a des vaccins antigrippaux, les gens se plaignent de ne pas pouvoir se faire vacciner. Et puis, on apprend aujourd'hui que 50% des Français ne voudront pas se faire vacciner contre le Covid. Ah oui, ça me surprend toujours. Moi. Ouais. Voilà. Ouais, en fait, c'est un peu le problème aussi de beaucoup d'informations, avec les informations, avec parfois des informations contradictoires. Donc, les Français vont peut-être attendre que le vaccin fasse de l'effet. Donc, on va attendre que les Américains, les chiffres américains baissent, parce qu'eux, ils vont commencer bien avant nous. Est-ce que d'ailleurs, on sait une explication pour pourquoi les Américains peuvent se permettre d'avoir un vaccin à l'avant de la fin de l'année, et nous, on doit attendre le printemps pour mettre en place. Parce qu'ils ont payé, parce que les États-Unis, l'État des États-Unis, le gouvernement, enfin l'État, a, je crois, payé, alors peut-être pas pour Pfizer, mais le deuxième qui est sorti, là, qui a 95%, a filé 800 millions dans les recherches. Du coup, le labo sert en premier l'État qui l'a aidé, sachant que l'Europe, à ce labo-là, n'a rien donné. Donc, ils servent. Ouais, alors, Pfizer, je ne sais pas, hein, mais le deuxième, là, ça, c'est ça. Ils ont eu une aide très, très conséquente. Donc, voilà, normal. Donc, effectivement, on est encore. Bon, enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà un vaccin en prévision. Donc, les questions, c'était aussi concernant le masque. Combien de temps on va devoir porter un masque? Est-ce que ça va être jusqu'à la fin de notre exercice? Pour ceux qui ont encore se mettent en retraite, ça va être pas très très long, mais ceux qui commencent, ça va être une vraie question. Est-ce que, alors vous avez, je vais inverser parce que là je lis et malheureusement on a épuisé pratiquement la plupart des questions qui nous arrivent directement. Est-ce que on a vu les employeurs? Je regarde rapidement là les cas contacts, on avait vu, Clérence, on a fait. Alors test PCR et grippe. Alors, test PCR et grippe, c'est toute la difficulté de l'exercice depuis 15 jours, 3 semaines, hein, qui vous incombe. Hein, voilà.
Enfin, vous savez comme moi, même mieux que nous, hein, la difficulté qu'il y a dans une situation d'abord d'épidémie automnale et puis peut-être grippale demain, de distinguer l'un de l'autre. Voilà. Et là, on a un professeur du CHU qui propose de tester tout l'agglomération, enfin la MEL. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce dépistage massif de toute la population, dans la mesure où on sait que parfois une semaine après, il faut recommencer. Est-ce que c'est vraiment un intérêt? C'est ce qu'on avait critiqué un peu au début quand Olivier Véran avait dit qu'il allait faire 1 million de tests sans trop se préoccuper de savoir comment on allait pouvoir les réaliser. Et finalement, est-ce que ça a un intérêt? Vous avez un avis là-dessus Moi, à titre personnel, j'ai évidemment pas d'avis parce que je suis pas suffisamment compétent. Alors, c'est le professeur Frogel qui a proposé ça et qui l'a fait remonter au ministre sur des arguments scientifiques sur lesquels je reviendrai pas parce que encore une fois, j'ai pas compétent. Alors, il benchmark sur ce qui s'est passé en Angleterre avec Manchester, hein, où ils ont fait comme ça à très très grande échelle parce que ça représente un intérêt collectif. Et puis tout évolue. Par exemple, le tracing, je vous l'ai pas dit, mais le tracing, nous en France, on le fait sur l'aval, c'est-à-dire qu'on a des P0 et on repère les cas contacts des P0. Voilà, et on est en train d'observer ce que font les orientaux, en particulier les Japonais, qui font un tracing d'aval, mais aussi d'amont. Ce que nous, on ne fait pas actuellement et qu'on va peut-être être amené à faire justement, c'est-à-dire à partir d'un P0, remonter la chaîne de transmission plutôt que de la descendre sur les cas contacts, la remonter sur le P0 ayant généré l'ensemble pour déterminer s'il n'y a pas des clusters et ce qu'on appelle les fameux gros contamineurs, là, une personne qui en contacte 1000. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être faire en France dans quelques semaines. Et nous, on sera probablement associés aussi à ça et qui fera évoluer, encore une fois, le tracing qui ne cesse d'évoluer depuis le début. Oui. Et alors, la question aussi sur on commence à voir des gens qui en ont marre de faire des distensions à leur 4e test PCR parce que ils travaillent, ils sont en contact avec beaucoup de gens. Les gens qui travaillent en EHPAD, est-ce qu'il est légitime de leur faire des tests hebdomadaires? Pareil pour les professeurs qui sont avec des enfants. Et puis, une question qui peut se joindre aussi, c'était la sérologie. Parce qu'on sait qu'il y a des patients qui ont fait manifestement des Covid au moment où on n'avait pas les tests. Est-ce qu'on a intérêt éventuellement? Alors, la réponse à la question du remboursement, elle n'est pas vraiment claire. On ne sait pas trop si le tout venant peut être remboursé. Apparemment, un médecin prescrit le test, la sérologie, je parle. Je parle à un patient qui aurait pu faire éventuellement, qui aurait une symptomatologie en février ou en mars. Est-ce que ce patient serait remboursé si c'est sur une prescription médicale, et donc la pertinence de multiplier les tests nasopharyngés chez des patients, des populations dont le métier effectivement comporte un risque. Ouais, alors sur la sérologie, je les ai plus en tête, mais elles sont faciles à retrouver. Là aussi, il y a des indications que je n'ai plus en tête, mais qui étaient tout compte fait relativement limitantes et qui, à ma connaissance, sont restées les mêmes. D'ailleurs, on en parle tout compte fait assez peu des tests sérologiques par rapport aux tests diagnostiques. Peut-être parce qu'au fond, leur intérêt est limité. Quant à la multiplication des PCR, difficile à dire. Encore une fois, moi, je suis pas spécialiste. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez fait un webinaire avec des infectiologues. Vous l'avez fait, ça? Un webinaire avec des infectiologues de Pasteur ou du CHU sur ces questions-là? Oui, mon micro a été coupé. Oui, on a fait un webinaire avec Sophie Panager sur cette question, en fait. On a dû vous dire ça, les PCR, tant qu'on est négatif et qu'on est dans une profession potentiellement à risque. Là, je vous entends plus. Vous avez une coupure. Malheureusement, oui. Je ne prends pas trop le choix. PCR qui ne servent à rien, qui ne détectent que du virus. Non, mais l'intérêt pour moi de la question, c'était
quelqu'un qui aurait fait effectivement la Covid, qui donc travaille soit professeur, soit travaillant en EHPAD, du coup, on n'aurait pas l'utilité de lui imposer régulièrement de faire un test. Le nouveau critère de cas contact, si vous avez une PCR documentée dans les 2 mois, vous n'êtes plus considéré comme cas contact. Voilà. Alors, on me répond d'ailleurs, effectivement, dans les nouveaux critères de cas contact, une PCR positive, on est tranquille pendant 2 mois. On n'a pas besoin de refaire de tests pendant les 2 mois qui suivent. On a perdu le docteur Van Andries. Ah non, moi je ne me suis pas perdu. Ah ben moi je vous ai perdu en deux. Voilà, nous avons désactivé la vidéo car votre bande passante est faible. Ah oui, ça devait arriver. Ouais, enfin bon, c'est déjà, on vous entend, donc c'est bien. Donc ça veut dire que vous êtes toujours avec nous. Oui, oui. Oui, donc, alors, question de facturation. Quand un cas contact que l'on a renseigné dans le contact Covid serait positif, qu'on le consulte et met à jour sa fiche, est-ce qu'on peut coter Miss quand un cas contact. Oui, enfin c'est la cotation Miss, elle correspond à la mise en place du plan de traitement, en tout cas d'une prise en charge d'un patient, on va dire, avec un certain nombre de degrés de complexité. Donc, dès lors qu'on a un nouveau patient zéro quelque part, peu importe qu'il soit identifié par le biais d'un symptôme ou par le biais du tracing des cas contacts, les nouveaux patients zéro, et vous pouvez le prendre en charge et considérer que c'est un nouveau patient zéro avec une prise en charge totale. Parce que d'ailleurs, il n'aura pas forcément les mêmes contacts que le patient zéro, donc vous pouvez le faire. Alors j'ai une question moi qui arrive avec les masques. Jusque quand pourra-t-on prescrire des masques à nos patients vulnérables? Est-ce qu'il y a une limite? Parce qu'on en a encore beaucoup et on ne sait pas trop si effectivement, puisque nous, médecins, devons payer maintenant nos masques, est-ce qu'il y a une date prévue pour cette est-ce qu'une date d'échéance, une date butoir, ou bien est-ce que ça sera toujours pris en charge? Je parle pour les patients vulnérables à la Covid, hein, des masques chirurgicaux. Toujours, je ne sais pas. Je le disais en préambule, hein, la doctrine sur les masques, c'est clairement une doctrine État. Alors, je ne dis pas ça pour effacer notre responsabilité, mais bon, l'assurance maladie n'a pas du tout la main là-dessus. Hein. On applique la doctrine État avec ce qu'elle a pu être difficile à appliquer à un moment. Là, pour l'instant, c'est le cas. On peut penser que tant qu'on sera dans une situation à peu près comparable à ce qu'on vit avec des P0 et des contacts, les conditions de prise en charge seront les mêmes. Maintenant, je m'avance peut-être un petit peu. Non, mais pour l'instant, donc, il n'y a pas d'objection. Nous, on n'a pas... parce qu'on a des patients qui peuvent prendre en charge leur masque, mais comme on est en France et que systématiquement, dès que c'est gratuit, il faut en profiter, on est un peu mal placé pour refuser ces renouvellements en fait, de prescription. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir que pour ne pas mettre à mal nos amis pharmaciens, comme ils ont pu l'être à un moment donné quand on prescrivait ces masques au début, ils n'en avaient pas assez en stock. Donc, vous confirmez que c'est toujours, pour l'instant, la doctrine reste, on peut prescrire des masques à nos patients fragiles et vulnérables. À ma connaissance, oui. Sophie, vous prenez le point, on vérifiera, mais pas à ma connaissance, il n'y a rien de changé. Allez-y, Sophie. Oui, on vérifiera, mais je n'ai pas eu d'informations contraires. Enfin, je n'ai pas connaissance d'évolution à ce jour, mais on va vérifier. Est-ce que là, donc c'est pareil, c'est une question un peu technique, mais là, moi j'avais la notion de 40 masques mensuels, ça n'a pas changé non plus. Renouvelable, hein, effectivement. Oui, on me dit qu'on peut mettre en fait quelque part quantité suffisante pour, et la pharmacie devrait effectivement le savoir. Donc, bon, je ne sais pas si Caroline, il y a encore des questions. Alors, quelqu'un apparemment a du mal à facturer la Miss et demande comment on la facture. Donc, alors, sur le moment, on l'a expliqué, c'est au moment de la prise en charge d'un patient testé positif et dès lors qu'on a fait la réalisation du tracing du milieu familial. Après, sur le comment, moi, j'avoue que je ne suis pas un expert de vos outils.
il faudrait peut-être que la personne se rapproche de sa caisse primaire et on a des professionnels, des collègues de nos caisses primaires qui peuvent accompagner les professionnels de santé sur la facturation directement dans les outils. On avait fait une campagne d'accompagnement sur ces sujets-là, mais c'est possible qu'on n'ait pas réussi à avoir tout le monde. Personnellement, moi, je le fais avec la télétransmission. C'est-à-dire que je passe pas, je fais pas de feuilles, j'envoie par… du coup, avec le numéro du patient, comme c'est souvent nos patients, on les a en mémoire dans nos fichiers. Donc, au moment de la télétransmission, je rajoute la cotation et du coup, ça pose pas de problème. J'ai pas à faire de feuilles papier. Donc, ça, c'est voilà comment moi je procède, en sachant que je n'en ai pas fait beaucoup. Alors parce qu'en fait au début je me faisais un peu avoir dans la mesure comme je voyais après avoir rempli le fichier Amélie, je voyais que c'était le laboratoire avait déjà, enfin la personne était déjà enregistrée, donc je pensais qu'on ne pouvait pas coter. Ça avait un côté un peu dissuasif en disant bah, mince le laboratoire, enfin quelqu'un a déjà passé par là. Et je déplorais d'ailleurs que ça soit fait indiqué à la fin, puisqu'on mettait toutes les informations du patient sur le fichier Amélie. Et puis à la fin, une fois qu'on avait tout validé, on avait une annonce comme quoi notre patient était déjà enregistré. Donc, alors peut-être que beaucoup de médecins étaient dans la même situation. Alors oui, une question, je reviens à la question des masques. J'avais tendance à dire que toutes les personnes fragiles peuvent bénéficier d'un masque. Donc on pose la question de toutes les personnes en ALD. Je ne pense pas que ce soit l'ALD qui conditionne les masques, mais effectivement les critères de vulnérabilité qu'on a déjà cités. Donc, alors souvent, les patients en ALD ont plus de 65 ans, enfin, ont plusieurs critères diabétiques, enfin, ont des facteurs de vulnérabilité. Alors, j'espère qu'on a répondu à la plupart des questions. Je ne sais pas si Caroline, il y a encore des choses qu'on n'aurait pas évoquées. Les vaccins, on a fait. On a quand même quelques remontées sur le contact tracing, sur le fait de médecins traitants qui ont des problématiques de résultats de test de leurs patients, ou des personnes en ALD pour lesquelles on n'envoie pas, on n'insiste pas forcément de manière importante pour qu'ils aillent voir leur médecin. Oui, alors des remontées directement qui concernent plutôt les gens qui s'occupent du contact tracing, qui n'insisteraient pas assez pour que les patients aillent consulter leur médecin. Alors ça, je ne sais pas si vous pouvez faire remonter de manière à ce qu'on replace le médecin traitant, notamment les personnes en ALD, où il est important que les brigades, j'allais dire les brigadiers, mais ce n'est pas un bon terme, les brigades insistent quand même pour remettre le rôle du médecin traitant dans l'appréciation des facteurs de gravité, ce qui n'est pas toujours fait. Donc ça, c'est des remontées qu'on a de confrères, en fait. Ouais, alors après, ça me surprend un petit peu, c'est possible, et on a toujours des… Mais les consignes chez nous sont très, très claires. En particulier pour les P0, ça a été dit tout à l'heure par Valérie Languépé, les scripts de nos traceurs, les scripts sont les textes qu'on leur demande le disent clairement, le recours au médecin traitant est systématique. Systématique. Vous voyez bien, on le disait tout à l'heure, revenons au sens de tout ça, il n'y a strictement aucun intérêt à ce que l'assurance maladie détourne des patients qui sont en plus malades d'aller voir leur médecin, parce que c'est leur intérêt et qu'on y a tous intérêt. Donc, ça a pu arriver aussi là. Maintenant, quelquefois, c'est les malades eux-mêmes qui oublient ou pour des raisons X ou Y, mais en tout cas, dans nos scripts, en dur, c'est clairement une consigne qui est donnée à nos traceurs. Voilà, le médecin traitant, parce que, encore une fois, vous êtes le niveau 1 du tracing. Nous, on est dedans là-dessus. Et donc, le retour au niveau 1 au médecin traitant, pour nous, c'est systématique. On ne s'immisce jamais dans cette relation-là et on la relance et on la recrée et on la redirige dès qu'on peut. Pour compléter, on n'a pas la possibilité d'insister avec des critères d'ALD parce que ce sont des informations que le conseiller dans l'outil n'a pas
on a vraiment des informations réduites au strict minimum, c'est-à-dire qu'on a le nom, prénom, les coordonnées du patient et l'information de sa positivité. Donc, on n'a pas moyen, par contre, d'attirer l'attention sur des patients en situation spécifique. Dans ce cas particulier, il faut encore plus consulter le médecin traitant. Donc, c'est bien un message général, mais par contre, on n'a pas la possibilité de l'individualiser sur des questions très particulières. Ce qui explique peut-être effectivement le fait que certains médecins aient l'impression qu'on n'a pas insisté. Effectivement, si vous avez une cécité par rapport à ça, du fait du peu de renseignements, vous ne pouvez pas effectivement déterminer si la personne est à risque. Hein. Au téléphone, c'est pas toujours évident. C'est même pas du tout évident. Hein. À quand l'interopérabilité des outils? Ah bah c'est pas à nous qu'il faut dire ça. Parce que nous, on a subi ça. Hein. Au tout début, en mai-juin, quand on a commencé à travailler sur le sujet, on avait d'un côté l'outil SIDEP, de l'autre côté l'outil Contact Tracing, et à la main, on allait chercher les cas positifs dans SIDEP pour vérifier qu'ils étaient bien connus dans le contact Covid. Voilà. Après, bon, c'est devenu plus ou moins interopérable, mais Léo le disait tout à l'heure, hein, c'est la même chose que tous contre le Covid et contact tracing et contact Covid, c'est pas du tout interopérable. Quelquefois parce que la CNIL dès le début a bloqué, quelquefois pour des raisons, je suppose techniques. On le disait tout à l'heure, SIDEP est encore très instable. Hein. On parle de l'interopérabilité, peut-être demain de brisons la chaîne, etc. Mais voilà, ça se construit au jour le jour, ces choses-là. Hein. Alors, quand ce sont des raisons qui touchent à la CNIL, on les comprend, on n'y peut rien, et puis on subit. Quand c'est d'ordre technique ou autre, on espère que la technique évoluera. Mais oui, on est bien d'accord, c'est un vrai sujet. Il y a une remarque sur le fait que les patients sont souvent au courant du résultat PCR avant leur médecin. Et ça, c'est vrai que si on peut en faire un petit retour historique, c'est pas forcément comme ça qu'avait été pensé initialement le dispositif. Et dans le dispositif, initialement, il y avait vraiment le souhait que ce soit le médecin traitant qui annonce la positivité du test au patient. Néanmoins, il y a eu vraiment des évolutions très fortes là-dessus. C'est déjà une situation de charge quelque part, c'est qu'avec l'augmentation du nombre de résultats, avant quelque part de saisir la fiche et qu'il y ait des informations sortantes de la part de l'assurance maladie, on avait la possibilité de recontacter le médecin traitant pour lui annoncer le résultat. Avec l'augmentation des cas, on n'a plus du tout la capacité de le faire. Et deuxièmement, c'est avec l'élargissement de l'accès aux tests, finalement, n'importe qui ou presque pouvait aller se faire tester sans passer par son médecin traitant ou pas, et ce qui n'était pas le cas du tout au mois de mai. Donc ça, on le sait. On a les laboratoires qui, parallèlement à SIDEP, au dispositif Contact Tracing, ont eux-mêmes leur propre dispositif d'information où bien souvent, ils envoient aussi les résultats des tests par SMS à leurs patients, etc. Donc ça, on a conscience, mais par contre, on a bien intégré nous, dans nos MOP qu'à chaque fois qu'on est au téléphone à patient zéro, c'est bien là qu'on réinsiste sur le fait d'aller voir son médecin traitant pour la prise en charge. C'est pour ça que ça, c'est vraiment un message qui est passé, même si on sait que bien souvent, le patient a maintenant l'info avant le médecin, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Merci. Et toujours, pour revenir à SIDEP, vous avez une notion de quand la stabilité pour SIDEP? Est-ce que c'est une histoire de jours, d'heures, de minutes? Ou bien c'est vraiment un problème technique Ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Encore une fois, c'est un outil national géré par la PHP et la DSS. Non, Santé publique France, je crois. Et voilà, moi, je ne peux que constater que nous aussi, on rencontre cette instabilité. Alors, par contre, le fait que via SIDEP 4, etc., ça, c'est toujours un peu comme ça au démarrage. Perso, hein, après, je suis de nature optimiste, mais je pense qu'avec les jours qui viendront, pour l'utilisation que vous en faites, ça devrait s'améliorer. C'est ce qu'on a connu, nous, souvent au début, et dès qu'il y a eu des évolutions dans les outils, au début, ça coince un petit peu, et puis après, ça se grippe moins et c'est mieux huilé. Et donc voilà, donc c'est un peu, on va être optimiste. Donc là, ça a commencé que lundi, SIDEP 4, et c'est essentiellement des problèmes techniques avec les cartes en fait, hein, donc ça devrait pouvoir se résoudre quand même. Oui. Donc je me tourne vers
Là, il est 22h14. On avait une deadline à 22h30, mais je crois qu'on a épuisé, on a fait le tour des questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des conclusions à apporter. On n'est pas obligé de tenir jusque. Non, non. Nous, on a abordé les sujets que vous souhaitiez voir abordés et qui correspondaient à ce qui nous paraissait utile. Je ne pense pas qu'on en ait d'autres. Je regarde mes collègues, Valérie, Léo, Sophie. Non. Après, il y aura effectivement des réponses complémentaires à des questions précises qui concernaient la maladie professionnelle et puis quelques problèmes techniques, effectivement. Donc, effectivement, ce webinaire sera retransmis pour ceux qui l'auraient pris en cours. Ça sera disponible sur le site de l'URPS-ML, donc vous pourrez le revoir dès demain. Donc, si vous allez sur le site URPS-ML HDF, vous pourrez revisionner tout ce webinaire. Écoutez, je vous remercie d'être venu, d'avoir répondu en temps réel. C'est pas évident parce que à ces questions qui tombent comme ça au fil de l'eau avec des problèmes effectivement très concrets qu'on vit tous aussi en temps réel. Vous n'avez pas aussi non plus beaucoup de temps pour préparer vos réponses. Donc, je tiens à vous remercier. Je ne sais pas si Philippe Chazelle sera présent pour... Et donc, je remercie tout le monde et aussi aux personnes qui étaient derrière les écrans en train de poser des questions pertinentes, en espérant qu'on aura répondu. Et je vous souhaite à toutes et à tous bon courage pour les jours qui suivent. Et puis, à très bientôt pour peut-être un second webinaire. Au revoir, bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à vous, au revoir.